Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Il y a ce chiffre qui circule sur les hauts potentiels intellectuels, en tout cas sur les enfants intellectuellement précoces, surdoués. Un tiers ou 30%, ça dépend des sources, seraient en échec scolaire. Un tiers qui serait en échec scolaire, un tiers qui s'en sortent à peu près, et puis un tiers qui sont très bons. J'avais envie de savoir exactement d'où venait ce chiffre. Et vous allez voir, on va se retrouver devant une énigme, ou plutôt une enquête à tiroir, et le dernier tiroir est particulièrement hallucinant. J'avais déjà interrogé notre amie Nadine Kirchgessner qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas longtemps et qui elle avait sa version des choses qui était pas mal d'ailleurs puisque ça viendrait de l'AFEP, cette association française des enfants précoces, donc des parents d'enfants précoces qui comme vous le savez ce sont ces associations, l'ANPEP, l'AFEP, tout ça qui ont poussé le message que les enfants intellectuellement précoces ou les enfants à haut potentiel intellectuel avaient des problèmes parce que ça leur permettait une reconnaissance de l'éducation nationale. Alors il fallait qu'ils enfoncent le clou et puis se sont laissés avoir aussi par toutes les études biaisées, les recherches et les études biaisées réalisées sur des enfants qui venaient dans les cabinets de psychologie ou de psychiatrie, donc qui avaient des problèmes et on a généralisé les résultats de ces études sur l'ensemble des enfants à haut potentiel intellectuel. C'est ce qui a donné le péché originel de l'histoire de la pathologisation des HPI. Et donc je me suis dit, je vais essayer d'aller au plus profond de l'histoire parce que Nadine Kirchgessner, pour elle, c'était évident que c'était l'AFEP dont elle a fait partie, dont elle dénonçait les mauvaises pratiques. L'AFEP, donc qui s'appelle maintenant AFEHP ou je sais plus quoi, qui, selon Nadine Kirchgessner, avait fait une sorte de vote, d'enquête à main levée en disant qui a un enfant qui a un problème. Alors ils avaient dit oui, et d'autres avaient dit non, enfin bref, voilà, vous voyez le truc. Et donc ça s'était fait à l'arrache à partir des membres de l'AFEP et donc évidemment c'était biaisé puisque les membres de l'AFEP ne font pas l'ensemble des parents des enfants HPI évidemment et Nadine Kirchgessner disait elle-même en 2017: le chiffre erroné du tiers en échec scolaire a fort heureusement été enlevé du site de l'Éducation nationale depuis plusieurs mois. C'est assez logique puisque ce chiffre était faux. Le site a laissé la mention « L'école doit répondre aux besoins particuliers des EIP ». Ce qui signifie que ce chiffre a aussi tourné en Éducation nationale et c'est pour ça qu'il a été repris tant que ça. Et on s'aperçoit quand on fait des recherches qu'on peut même tomber sur des trucs complètement hallucinants, à savoir par exemple cet article du Figaro étudiant de 2012, donc 2012 c'est pas si lointain, 70% des surdoués sont en échec scolaire. Ensuite, on retrouve par exemple en 2022 ou 2018, je ne sais plus, c'est un document de l'Académie de Bordeaux, donc de l'Éducation nationale, EHP, un tiers réussissent sans difficulté, un tiers en difficulté avec eux-mêmes, un tiers en situation d'échec scolaire. Vous imaginez, donc ça arrive près donc effectivement à 70% des enfants. Donc d'où viennent ces chiffres? Spécificité prise en compte par l'Éducation nationale, confère texte site DSDEN. Alors j'ai essayé de chercher ça, mais évidemment je suis tombé sur rien du tout, et donc j'ai voulu aller plus loin. Et cet épisode, comme d'habitude, vous est offert par les contributeurs et les contributrices de ce podcast, que je remercie intensément. Vos donations sont ce qui permet à ce podcast et à mon travail de continuer, ce qui permet à Intensément Podcast de vivre, et je vous enjoins, s'il vous plaît, si vous pouvez, dans la mesure de vos possibilités, de faire une donation ponctuelle ou régulière qui me permettra de continuer à vous apporter un maximum d'informations les plus fiables possibles et de partager des enquêtes comme ça qui explorent l'univers des hauts potentiel intellectuel, HPI, neuroatypique et compagnie. Je vous en remercie intensément et c'est parti pour l'enquête. J'ai essayé de chercher quand cette mention de 1 tiers ou de 30% est apparue la première fois. Et donc en faisant des recherches Google, il s'avère qu'un des premiers textes que j'ai vus datait de 2005, un texte de sociologie sur un site qui s'appelle Le Portique, revue de philosophie et de sciences humaines, de Kathleen Tamizier, une sociologue, le premier texte carrément que j'ai pu trouver en ligne, qui dit « Les données statistiques fournies par l'Association française pour les enfants précoces, AFEP, révèlent que le surdouement constitue bien souvent un handicap. Selon ces statistiques, seul un tiers de ces enfants sont de bons ou brillants élèves à la fin de la classe de 3e, un tiers sont en situation d'échec scolaire et un tiers sont moyens ou médiocres. Parmi ceux-ci, on en sauvera la moitié au prix d'un ou deux redoublements. » Dans la note 2, ces statistiques sont disponibles sur le site de l'AFEP,
http://afep.asso.fr. Donc, il s'avère que Nadine Kirchner avait raison, ces chiffres proviennent bien de l'AFEP. Évidemment, je suis allé sur le site de l'AFEP. Évidemment, je n'ai pas retrouvé cette statistique qui a été sans doute retirée, peut-être, mais qui tourne toujours. Et donc, je me suis dit, je vais continuer à chercher. En continuant à chercher, je suis tombé sur un document de l'AFEP qui tourne aussi, je vais vous mettre tout ça en lien, évidemment, qui s'appelle « L'enfant prometteur et l'école » par Sophie Cotte, présidente de l'AFEP. Voici les statistiques de l'enfant prometteur et l'école, qui est un document qui apparemment est sorti aux alentours de 99-2000, mais je n'ai pas réussi à trouver la date précise, et donc comme vous voyez, qui est relayée par l'AFEP-asso.fr. Elle disait: une statistique faite à partir de questionnaires renseignés par quelques 300 familles de l'AFEP sur le cursus d'enfants précoces fait apparaître un accroissement sensible de l'échec au cours de la scolarité, atteignant en fin de troisième 33%. Seuls 33% d'élèves ont un parcours brillant et l'autre tiers a une réussite aléatoire. Cette enquête est recoupée par une étude relatée dans le quotidien du médecin du 22 février 1999, menée auprès de 145 surdoués et suivie sur une période de 10 à 20 ans. 40% ont atteint ou dépassé le niveau bac 2, 9% se sont arrêtés au bac et 43% ont un BEP ou CAP. C'est étonnant comme chiffre, mais c'est intéressant. Donc vous voyez déjà que cette histoire de 33% viendrait effectivement de l'AFEP, c'est elle-même qui le dit, à partir de 300 familles de l'AFEP. Ceci dit, ce qui est étonnant, c'est de regarder le tableau qu'il y a juste en dessous. Taux de réussite et d'échec des enfants précoces. Là, les réponses fournies par les quelques 300 parents d'enfants précoces. Nous voyons que en primaire, ils sont excellents, bons à 85%, de 75 à 85%, moyen médiocre à 13% et en difficulté à 2%. Et en fait, on arrive aux 33% qu'à partir de la troisième, donc au collège, où les enfants sont 33% bons, excellents, 34% médiocres et 33% en difficulté. C'est là qu'apparaît cette division 33, 34 et 33. Donc là, on peut imaginer que la plupart de ces enfants, s'ils avaient déjà des problèmes psychologiques, ont fait ce fameux schéma dont nous ont parlé plusieurs des spécialistes sur ce podcast, du TDAH ou de l'autiste ou du 10 qui arrive à compenser ses problèmes parce que justement il a un haut potentiel intellectuel, par exemple, ou parce qu'il est bon, ou parce qu'il est motivé, mais arrivé au collège ou au lycée, ça explose, c'est plus possible de compenser. Mais ce tableau statistique, on voit bien que c'est ça l'origine des 33, 34, 33. Mais là où ça va plus loin, donc, c'est cette histoire du taux de réussite et d'échec des enfants précoces, selon l'étude relatée dans le quotidien du médecin du 22 février 1999, menée auprès de 145 surdoués et suivie sur une période de 10 à 20 ans. Il apparaît que 40% d'entre eux ont atteint ou dépassé le niveau bac plus 2, 9% se sont arrêtés au bac, 43% ont eu un BEP ou un CAP. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi est-il question de cette étude précisément. Est-ce que c'est parce que cherry picking, c'est parce que les chiffres corroborent les chiffres trouvés par l'AFEP, et puis que ça permet de pousser l'idée de l'enfant HPI qui serait malade, mais ils proviennent du quotidien du médecin en plus, donc franchement il y a du sérieux là-dedans. Et là je me dis, il faut regarder il faut regarder cette étude, il faut savoir d'où elle vient, parce qu'on voit des chiffres comme ça qui circulent aussi sur Internet, des chiffres alarmants. Donc j'ai essayé de chercher le quotidien du médecin du 22 février 1999. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un article qui date du 26 mars 1999, qui parle des troubles d'apprentissage chez les enfants tout venant. Et il y a un petit encart sur les enfants surdoués, dans lequel c'est assez dramatique. On y dit que ces enfants présentent souvent des troubles du comportement tels que l'instabilité, l'inhibition, l'isolement, des troubles du caractère ou de la personnalité avec une certaine associabilité, une immaturité affective et un aspect anxieux. Des troubles instrumentaux peuvent apparaître tels que la dysgraphie, troubles de la coordination motrice, une hyperactivité, etc. Donc vous voyez comment tout est mélangé et nous étions en 1999, donc avant le rapport de Laubier et avant Jeanne Siofachin. Selon l'étude relatée dans le quotidien du médecin du 22 février 1999, menée auprès de 145 surdoués, et donc elle répète exactement la même chose qui était dit dans le document de l'AFEP. Je me suis dit, qui a écrit cet encart? Cet encart a été écrit par Laurence Valvre-Douré, qui, figurez-vous, se retrouve dans la Bible qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Psychologie du haut potentiel », le livre de référence à destination des psychologues.
Laurence Valve-Douvray, qui est professeure de neuropsychologie du développement à l'Université Paris-Descartes, s'est rendu compte de ces problèmes de biais, puisque sur un webinaire vidéo proposé par Mensa, interrogé sur les très jeunes enfants à haut potentiel, présentent-ils des particularités neurodéveloppementales? Vous pouvez aller le voir, elle dit qu'il faut faire attention aux biais, donc elle est revenue de cette histoire. Oui, il existe des particularités neurodéveloppementales des très jeunes enfants à haut potentiel qui ont pu être démontrées chez des enfants tout venant, en bonne santé, par des études longitudinales et rétrospectives. Certes, ces études restent encore peu nombreuses, mais il ne faut pas confondre ces résultats avec ceux obtenus dans le cadre des consultations du milieu hospitalier ou privé qui peuvent biaiser les données. Ces particularités concernent en premier lieu une avance significative du développement moteur. Voilà, et donc elle en vient à expliquer qu'en fait, effectivement, il y a plutôt un meilleur développement que les problèmes qu'elle citait en 1999, et je suis ravi que Madame Laurence Valve-Douvray fasse partie de ces personnes, et il faut vraiment la saluer, pour reconnaître les erreurs et les biais de ce qui circulait à l'époque. Et je trouve que c'est tout à son honneur. Donc j'ai quand même voulu savoir, en tapant Quotidien du médecin, et je suis tombé sur ce post de Doctissimo, Quotidien du médecin de 1999 et Institut Beaulieu. Et là, il y a quelqu'un qui a, en 2017, et je le salue, je ne sais absolument pas qui c'est anonyme, qui donc a fait ce commentaire pour dénoncer cet article, et il y a le lien vers l'étude elle-même. C'est-à-dire, en fait, il y a eu une première étude qui a testé ces enfants en 1984, et ensuite, Marie-Claude Vallée-Gardel a réalisé l'étude 20 ans après pour savoir ce qu'ils étaient devenus. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'en 1984, le docteur Alain Gauvry étudie le dossier médical, psychologue et scolaire de 145 enfants qui ont été pensionnaires de l'Institut Beaulieu de Salles de Béarn. Et là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, docteur Alain Gauvry, alors. Non, on aurait aimé que ce soit le cousin ou le frère ou le père de Nicolas Gauvry. Mais non, il n'est pas relié à Nicolas Gauvry. Alain Gauvry, je vous en avais parlé dans l'épisode « Les responsables de la pathologisation du HPI », car il était cité à la fois dans le rapport Delaubier de l'Éducation nationale en 2002, et en même temps par la thèse de Wilfrid Ligné pour son apparition à La Marche du siècle, la fameuse émission La Marche du siècle sur France 2 en 1994, où il avait tenu un discours catastrophique. C'est ce fameux psychiatre qui parlait de ces enfants qui avaient des problèmes psychiatriques graves, qui étaient suicidaires, tout ça. On aurait dit que c'était Raymond Dazan qui parlait, en parlant des HPI. C'est ce fameux docteur Alain Gauvry qui a fait cette enquête sur 145 enfants qui ont été pensionnaires de l'Institut Beaulieu de Salles de Béarn. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que la personne qui a fait le commentaire sur Doctissimo, il explique tout ça. Cette étude fait suite à la thèse du docteur Alain Gauvry dans une MECSS, Maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisée devenue ITEP, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique, qui scolarisait en internat une population d'enfants et jeunes ados dont l'attitude difficile et la non-adaptation avaient fait abandonner la scolarisation en milieu ordinaire. Vous avez là des enfants qui n'étaient pas tout venants. Il a pris 145 enfants d'un institut, d'un internat qui prenait des enfants en difficulté. C'est un biais dans le biais du biais du biais, vous imaginez? Et ça, c'est réexpliqué dans l'étude qui a repris ses enfants en 1997, donc 20 ans après. L'Institut Beaulieu était à l'époque de l'étude une maison d'enfants à caractère sanitaire et social dépendant de la DAS. Il reçoit alors en internat des enfants d'intelligence normale ou supérieure présentant des problèmes d'intégration au sein de leur famille ou de l'école. Ces chiffres-là ne proviennent pas d'enfants qui, en fait, étaient juste HPI. C'était des enfants qui avaient d'énormes problèmes, finalement. C'était pas simplement des enfants qui avaient juste des problèmes psychologiques, mais en plus qui avaient des problèmes avec leur famille, qui avaient des problèmes avec l'école, qui étaient en position d'exclusion, finalement. Et c'est fascinant. Alors, quand même, on peut se poser des questions. Compte tenu que c'est écrit noir sur blanc sur l'enquête, qui a fourni ces chiffres à la présidente de l'AFEP ? Est-ce la présidente de l'AFEP elle-même qui a fait ses propres recherches? Personne n'a relu les enquêtes avant de publier le document de l'AFEP. Personne de l'Éducation nationale n'a essayé de relire ne serait-ce que le document de l'AFEP ou alors l'étude parue sur le quotidien du médecin. Non, alors là, voilà. Apparemment, à l'époque, on ne comprenait pas tous ces biais, ce qui est vraiment bizarre, mais il paraît que c'était comme ça. Je reviens toujours à l'analogie du vétérinaire à qui on dirait... C'est quoi un mouton? Et qui dirait, un mouton, c'est un animal qui a 3 pattes et une patte cassée. Et on lui dirait, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il dirait, oui, parce qu'à chaque fois que je vois un mouton, il a 3 pattes et une patte cassée. Donc c'est un truc tout con, mais bon, a priori, on ne comprenait pas ces biais.
Ce qui est encore plus troublant dans la reprise de ces chiffres par l'AFEP, c'est que ces chiffres sont utilisés pour évoquer l'évolution catastrophique des enfants HPI à l'école. En réalité, ce que prouve le commentaire de Doctissimo, c'est qu'il n'en était rien et qu'il faut voir les choses avec un œil plus critique. L'étude Que sont-ils devenus, réalisée entre 1987 et 1989, montre que 55% ont eu le bac. Ces générations testées au primaire et au collège entre 1954 et 1970 ont eu une réussite au bac largement supérieure à la population générale à l'époque, avec 55%. C'est-à-dire qu'en fait, même ces enfants qui avaient des problèmes, ils avaient une proportion de réussite largement supérieure à la population générale. J'ai voulu quand même essayer de chercher ce fameux Alain Gauvry, qui était un psychiatre. Il y a des textes, je vous recite le rapport Delaubier de l'Éducation nationale. L'approche de psychiatres tels qu'Alain Gauvry, qui conduisit une étude de 145 enfants surdoués admis en internat psychopédagogique pour difficultés scolaires ou troubles de la personnalité, doit être prise en considération. Et là aussi, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que sur le rapport Delaubier, il n'est pas précisé que justement le fait même que ces enfants avaient des problèmes psychologiques, voire des problèmes de personnalité, carrément, c'est écrit noir sur blanc, c'était une étude qu'il fallait prendre avec des pincettes au lieu d'écrire qu'il fallait la prendre en considération. Alors franchement, je comprends pas. On peut citer quelques lignes de la communication réalisée par celui-ci dans le cadre du colloque de l'ANPIEP Aquitaine en 1998. Revenons aux enfants surintelligents. Peut-on parler de liberté lorsqu'ils se trouvent réduits à choisir entre deux souffrances, ou bien faire pénitence de leur peine, au sens affectif du terme, à perpétuité, en renonçant à leur potentialité et en développant un sentiment de frustration, ou bien tenter de s'évader, de fuir dans la solitude, la psychose ou le suicide, de se désolidariser de leur milieu et de payer leur pseudo-liberté au prix de la marginalisation et de la culpabilité, s'adapter ou être exclu. Je vous avais dit, dans Qui sont les responsables de la pathologisation des HPI, qu'en fait ça ressemblait à du Raymond Dazan. Alain Gauvry, qui était un psychiatre, en fait il n'est pas que psychiatre et pédopsychiatre, il fait partie de ces psychiatres qui, figurez-vous, qui aiment bien citer Freud. Il est dans la psychanalyse, le monsieur. Et j'ai retrouvé donc le texte entier de ce discours donc de la ANPUEP en 1999, où il dit « Nous avons vu que s'inhiber intellectuellement pour un surdoué, c'est se défendre, c'est aussi s'interdire. Pour parler d'interdiction, il faut faire appel à des concepts psychanalytiques que nous laissons aux spécialistes le soin de développer, mais dont nous allons essayer de dire quelques mots en nous référant essentiellement aux travaux de Freud et de Mélanie Klein. » Et il parle du surmoi, des interdits sexuels, de l'assimilation, de la satisfaction libidinale, tout ça en recitant Freud. Et c'est ainsi que la culpabilité et la crainte de castration due à une sexualisation de l'apprentissage provoquent fréquemment des échecs aux examens, la tête étant souvent investie grâce au mécanisme de déplacement d'une signification phallique. Mes amis, nous l'avons. Alors donc, vous imaginez, on est parti de cette histoire des 1 tiers, 30% des enfants HPI qui seraient en difficulté scolaire, voire 70% en fait qui auraient des difficultés scolaires, pour en arriver à la castration due à une sexualisation de l'apprentissage qui provoque des échecs aux examens grâce au mécanisme de déplacement d'une signification phallique. CQFD, donc, voilà comment tout ce mécanisme, voilà ce monsieur qui fait une enquête à mon avis intéressante, vraiment, parce que pourquoi ne pas étudier 145 enfants qui étaient dans ces instituts-là et qui étaient HPI? C'était super intéressant, mais les chiffres ont été repris sans préciser qu'il s'agissait d'une enquête sur des enfants à problèmes psychologiques parfois graves, et ils ont été repris par l'AFEP, qui a ensuite fait sa propre enquête biaisée sur 300 personnes de l'AFEP et qui a ensuite fait tourner tous ces chiffres qui ont été repris partout. C'est déplorable. Et puis on est en droit de se poser la question, comment un tel discours a-t-il pu atterrir dans une association comme l'ANPIEP ou l'AFEP, s'ils ont trouvé normal que quelqu'un leur parle de castration phallique du surmoi transféré par rapport au potentiel intellectuel. Bon, c'est vrai que c'était un autre temps, je n'accuse pas non plus l'AFEP ni l'ANPIEP d'être pro-psychanalyste, mais on comprend par contre, à travers le discours de Alain Gauvry, tout ce qui est poussé, tout ce qui est mis en avant en ce qui concerne la reconnaissance d'une certaine souffrance des enfants, et tout ce qui est repoussé sur le côté, ce qui a été repoussé pendant longtemps, qu'on a essayé de ne pas voir, à savoir les troubles du neurodéveloppement et les troubles ou pathologies ou problèmes psychologiques dont on sait maintenant qu'elles ne proviennent pas de la castration du phallus métastasié. Là encore, on a rajouté une énorme pièce à notre connaissance des responsables de la pathologisation du HPI, et je dois dire que franchement, plus on avance, et c'est vraiment regrettable.
Parce qu'à la limite, des Alain Gauvry qui parlent de castration du phallus, je veux bien, mais comment des gens comme Jeanne Siofachin, Olivier Révol ou Fanny Nussbaum ont pu s'engouffrer là-dedans? Pour moi, ça reste un mystère. Et alors la grande surprise, c'est alors que, comme d'habitude, je m'apprêtais à clôturer cet épisode, eh bien je tombe sur un article de parents. C'est un article qui se réfère donc à de vieilles références, évidemment, et qui recite Monique Binda, ou Binda, je sais jamais comment elle s'appelle, présidente de la fédération ANPUEP, et selon elle, il y aurait eu une enquête TNS-Sofres réalisée en 2004 qui dirait 32% d'entre eux sont en échec scolaire. J'ai posé la question à la journaliste qui a révisé cet article, puisque l'article date d'il y a très longtemps. Il avait été publié par Catherine Marchi, psychologue et coach, et il a été mis à jour le 30 octobre 2024 par Barbara Benatas, à qui j'ai écrit et je lui ai demandé d'où provenait cette enquête. Elle ne m'a pas répondu, évidemment. J'ai fait ma petite enquête, je suis tombé sur le blog des tribulations d'un petit zèbre, qui parle aussi d'une enquête Sofres. Il n'y a que ce blog-là d'ailleurs qui en parle, on ne le voit passer nulle part, et qui précise qu'en fait cette enquête a été faite par une association lilloise qui s'appelle Fractal, qui, depuis cette enquête, a été accusée d'escroquerie et de violation à la vie familiale en 2005 par des parents d'enfants OQI. Et la personne du blog Les Tribulations d'un petit zèbre précise qu'elle ne sait pas aujourd'hui où en est l'affaire, la procédure, mais il semble nécessaire de donner l'information puisque cette étude avait été réalisée par cet asso, qui, à ma connaissance, n'existe plus, et j'ai été vérifié, effectivement, elle n'existe plus. Donc, j'ai quand même essayé de trouver le document, il est là, il s'appelle donc Les enfants surdoués, rapport d'études par TNS-Sofres et Albatros et l'association Fractal, et c'est bourré de biais. Précisé aussi par les personnes qui ont fait l'étude à l'époque, il est précisé que l'association Fractal regroupe 600 familles d'enfants surdoués, pas évidemment représentatifs de la population totale des enfants surdoués, puisqu'ils ont fait les démarches de diagnostic et se sont mobilisés pour réagir. Donc comme le précise bien le document, on peut supposer que les enfants pris en charge dans le cadre de l'association sont peut-être mieux épaulés que les autres, non diagnostiqués. En fait, ce qu'ils auraient dû préciser, c'est que ça veut surtout dire que ces personnes-là ont eu un problème avec leur enfant, sans doute qui les a poussés à faire les démarches d'identification. Les questionnaires remplis par les enfants de l'association Fractal ont finalement été de l'ordre de 186, et ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est qu'ils ont fait une comparaison sur un échantillon témoin, TNS-Sofres qui s'appelle l'échantillon Métascope, une comparaison sur 206 questionnaires remplis par les enfants témoins, dont on ne sait pas si en fait il n'y aurait pas des HPI dans ces enfants témoins. Donc ça fait quand même un deuxième biais. Et ce qu'ils n'ont pas précisé, ce qu'on ne sait pas, c'est savoir si les enfants surdoués de l'enquête, puisque l'enquête ne le dit pas, ont des troubles ou des pathologies en dehors du HPI. Puisqu'on est en 2004, et qu'en 2004, on vérifiait pas ça systématiquement, puisque on pensait pas que c'était du bullshit le fait que les enfants surdoués souffraient. Cette enquête dit que 48% des enfants présentent des troubles de comportement à la maison et 69% chez les enfants surdoués. 42% ont des troubles de comportement en classe, contre 52% chez les enfants surdoués. 42% des élèves du groupe témoin sont en échec scolaire, contre 32% chez les enfants surdoués. 8% des surdoués sortent carrément du système scolaire, qui signifie tout simplement que 32% des enfants surdoués de l'échantillon sont en échec scolaire, et on ne sait pas pourquoi. Il ne faut pas en déduire directement que c'est parce qu'ils sont surdoués. 25% des enfants ont des troubles du sommeil, 50% chez leur échantillon de surdoués. 14% des enfants ont des comportements violents, 21% chez les enfants surdoués, vous vous rendez compte? Et ils se sont pas posé des questions de savoir si c'était à cause d'autre chose que leur OQI. 11% ont des troubles du comportement alimentaire, 24% chez les enfants surdoués. Je vous passe tout le reste, mais c'est quand même assez grave que ces personnes-là pensaient que ça serait à cause de leur haut quotient intellectuel qu'en fait ils avaient des problèmes. Une image intéressante dans cette enquête, c'est la question « Pour quelles raisons avez-vous fait tester cet enfant ?» Les parents ont répondu en moyenne 2 raisons citées. Et donc nous voyons que enfant visiblement en avance sur certains critères, c'est le plus haut, il est à 63%. Mais si on compte qu'il est donc en même temps qu'une autre raison citée, vous voyez que la deuxième raison qui arrive tout de suite après, c'est enfant malheureux souffrant, 45%. Problème de comportement ou enfant hyperactif, etc., 38%. Problème d'intégration à l'école, 34%. Présence d'autres enfants précoces dans la famille, 24%.
Pour connaître son QI, 14%. Pour d'autres raisons, 3%. Donc on voit que les 3 autres grandes raisons qui viennent après le fait que l'enfant serait en avance sur certains critères, c'est que l'enfant aurait des problèmes. Mais vu que, à cette époque, ses parents n'ont pas fait de démarche pour savoir si leurs enfants avaient des problèmes, des troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH ou le trouble du spectre autistique, ou avaient des problèmes de traumatisme, ou avaient d'autres problèmes psychologiques divers, on a tout mis ça sur le HPI. Et je vous rappelle que si jamais cette enquête TNS-Sofres était vraie, et elle est répétée sur l'article de parents, eh bien le chiffre de 30% d'enfants HPI en échec scolaire n'aurait pas été retiré des documents de l'éducation nationale. J'espère que ce petit parcours d'essayer de trouver d'où viennent les choses vous a plu. S'il vous a plu, vraiment, je vous demande s'il vous plaît de faire les gestes qui aident pour ce média, pour ce podcast. Vous le savez, j'en ai vraiment besoin pour continuer à faire mon travail et vous partager tout ça pour vous, avec vous. Merci intensément. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.